C'est l'heure du journal par ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Voici pour vous le sommaire. Deux thématiques majeures ont été abordées par les différents invités des plateaux de l'émission Dimanche c'est politique de ce 17 juillet 2022. Il s'agit des implications politiques de la démission du professeur Joseph Diogbenou de la Cour constitutionnelle qui occupe désormais le poste du président de l'Union progressiste et le retrait de la plainte de l'ancien président Yahi Boni au sujet de sa mise en résidence surveillée. À suivre également les analyses de notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican sur plusieurs sujets d'actualité majeure de la semaine écoulée, notamment sur la désignation du professeur Joseph Diogbenou à la tête de l'UP. Et puis, des produits avariés ou périmés souvent déversés sur le marché, le phénomène à la peau dure et n'est pas étranger des consommateurs. Quelle politique de contrôle pour endiguer ce comportement véreux des commerçants? Le reportage que propose la rédaction est à suivre en pied d'édition. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette édition d'information. Nous démarrons ce journal par un bref démarrage ce lundi 18 juillet 2022 de la session de remplacement des épreuves écrites du baccalauréat de session 2022. Le directeur de l'Office du bac et sa délégation ont procédé au lancement des épreuves au Collège d'enseignement général Saint-Rita à Cotonou. Seul centre retenu pour abriter ce examen. Toutes les dispositions sont prises pour sa réussite. On y reviendra dans nos prochaines éditions pour plus de précision. La vice-présidente de la République a présidé en fin de semaine écoulée une rencontre d'information et d'échange sur la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Il s'agit d'une séance qui visait à faire découvrir l'organe Légion d'honneur aux partenaires à divers niveaux, mais surtout mettre tout en œuvre pour placer le citoyen au premier rang en matière de récompense. Reportage Mathieu Bocor, Stélia Padon. Ils sont plus d'une centaine d'autorités politico-administratives, acteurs de la société civile et citoyens à prendre part à cette cérémonie de lancement des rencontres d'information et d'échange sur la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. L'objet de la présente cérémonie est incontestablement d'importance, car il s'inscrit dans la vision des nouveaux responsables de donner plus de visibilité à l'institution afin de la rapprocher un peu plus des citoyens qui sont les premiers bénéficiaires de ces actions. Cette activité est une des composantes des réformes que ces responsables ambitionnent de conduire en vue d'une meilleure connaissance, d'une part, de l'ancrage organisationnel et institutionnel de la grande chancellerie, et d'autre part, de l'étendue et des limites de ces actions conformément aux dispositions légales. La grande chancellerie, gardienne du code réglementaire et des valeurs, arbitre des décorations. La grande chancellerie est l'institution de la République dont la fonction essentielle est l'identification et la récompense du mérite dans toutes les dimensions de la vie sociale et professionnelle. En tant que telle, elle est une institution complémentaire du pouvoir exécutif dont elle accompagne le fonctionnement harmonieux et efficace. Un diagnostic interne s'impose, c'est pourquoi ces rencontres se déroulent également dans les chefs-lieux des départements sur l'ensemble du territoire national. L'ambition première est que les citoyens puissent jouir de leurs droits socio-économiques et politiques, ceci grâce à l'exercice de la redevabilité. Cet exercice de redevabilité passe par l'implication de trois grandes catégories d'acteurs. Premièrement, les détenteurs de droits que sont les citoyens et les organisations de la société civile. Ensuite, les autorités administratives, politiques
et élus qui sont les porteurs d'obligations et de responsabilités. Et la troisième catégorie d'acteurs clés pour le processus de redevabilité, c'est les structures d'interface que sont les institutions de contrôle, de régulation, mais aussi de distinction. C'est à ce titre que pour pouvoir accompagner cette dynamique de promotion de la redevabilité au Bénin, le programme redevabilité inscrit dans son plan d'action un volet d'accompagnement des structures étatiques impliquées dans la mise en œuvre de la redevabilité. Dans ce cadre, un accompagnement est prévu à la vice-présidence de la République et à la grande chancellerie par la coopération suisse afin de pouvoir accompagner cette dynamique de récompense des citoyens les plus méritants. Vos contributions, mesdames et messieurs, nous sont indispensables pour implanter la culture du mérite dans notre pays et rendre inclusive, transparente, rigoureuse, objective et juste les différentes opérations de réalisation des tableaux de concours. C'est vous, chers responsables ici présents, qui en vérité proposez pour décoration les agents de vos structures que vous estimez en être dignes. La grande chancellerie travaille au quotidien à la perfectibilité des citoyens et à la régénérescence de notre État pour mieux faire révéler le Bénin. Place à présent au point de nos plateaux de dimanche politique de ce 17 juillet. L'ascension de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, à la tête du parti Union progressiste, le retrait de la plainte de l'ancien chef d'État Thomas Boni Yayi et le lancement de la deuxième phase du microcrédit à la FIA sont en autres sujets débattus par les invités. Le point des différentes analyses dans ce compte-rendu de Aziz Adam Solé. L'actualité de la semaine a été marquée par la démission du désormais ex-président de la Cour constitutionnelle, professeur Joseph Djogbenou. Quelques jours après, l'homme a regagné sa famille politique, l'Union progressiste, dont il sera président à l'issue de la rencontre tenue ce samedi entre les leaders et les membres du dit parti. Mais avant, peut-on qualifier cette démission à la Cour constitutionnelle d'événement historique? Reçu sur l'entretien de ce dimanche, Dr Patrick Renou, sociologue politiste, répond. Historique, si vous voulez, monumental, si vous voulez aussi, parce que cela n'est jamais arrivé au Bénin, qu'un président d'institution aussi importante jette aussi facilement le tablier. Nous sommes à 1 an de la fin de son mandat et donc les événements qui ont suivi nous confortent dans notre position, à savoir que cela participe de l'analyse stratégique et avec des hommes et des femmes qui ont défini des objectifs bien précis, donc pour dérouler une stratégie leur permettant de ratisser l'âge et de se faire compter dans l'histoire politique du Bénin, dans l'arène du Bénin. Avec cette désignation à la tête de son parti politique, c'est dans l'optique du déroulement d'un agenda dont lui seul connaît la destination, pense l'invité. C'est tout un schéma qui est mis en œuvre parce que bientôt, il y aura les élections législatives de 2023 qu'il faut préparer et qu'il faut honorer avec une avance certaine sur le reste des partis politiques. Je crois que Joseph Djogbenou est l'homme de la situation aujourd'hui, choisi. Et donc, à partir de ces élections législatives, il va falloir préparer également l'élection présidentielle de 2026. Et pour aller à 2026, il faut bien faire 2023. Et donc, Joseph Djogbenou, et comme je le disais ailleurs, reste le cadet politique, pétri d'expérience, parce que si on lit la trajectoire politique de l'homme, d'abord la trajectoire sociale de l'homme, et puis sa trajectoire et politique, on se rend à l'évidence qu'il y a de la matière. De l'autre côté, sur le plateau du duel, le sujet relatif au retrait de la plainte de l'ancien chef d'État Boni Yayi a été débattu. À l'heure actuelle, il est important de prendre des décisions pour une diplomatie préventive et pour la consolidation de la paix. Et qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, ce que nous défendons, c'est ce Bénin révélé et élevé. Alors, en étant opposant, on doit continuer de travailler pour préserver la paix. S'il vous plaît,
peuple béninois que nous défendons voit le président Boni Yayi dans une démarche effectivement de la paix. Mais je voudrais que vous sachiez qu'il n'y a pas de paix s'il n'y a pas la vérité. Vous savez très bien que le même chef, l'ex-chef de l'État, Boni Yayi, est actuellement médiateur en Guinée-Conakry près de la CEDEAO. Tout ça là, corroboré ensemble, vous voulez l'utiliser pour montrer à la face du monde que tout va bien au pays. Le gouvernement joint l'acte à la parole avec le lancement de la deuxième phase du microcrédit à la FIA vendredi dernier avec une hausse. Un montant de 100 000 francs CFA est désormais accordé aux couches les plus défavorisées. Un acte salué par les invités du plateau. Je pense que nous sommes en train de vivre le haussement social dont a parlé le président Patrice Talon. Nous voyons qu'on travaille à l'inclusion financière. Et dans l'UEMOA, le Bénin est en tête. Nous avons vu le Niger venir apprendre de nous. Et c'est cela qui fait aussi la qualité du management au niveau du président et la qualité des compétences. Nous sommes en politique ici et nous savons les stratégies qui sont mises en place. Vivement que cela puisse entrer en vigueur. Et j'invite les femmes à courir pour aller prendre ça massivement. Parce que quoi? Eux, ils n'ont pas la chance d'avoir des salaires faraminés. Sur la tribune de l'hebdo des éditorialistes, la démission de Joseph Diogbenou est revenue. Un effet de surprise martèle les invités. Le truc a circulé, il a fallu le communiqué du secrétaire général de la Cour pour que chacun se rende compte que c'est sérieux ce qui se passe. Parce que l'institution n'est pas en crise. On a eu vent de rien. Et on dit démission du premier responsable de l'institution. C'est un acte hautement politique qui a forcément des implications et qui devront forcément engendrer des actions dans le futur. En matière de surprise, dans l'histoire de la Cour constitutionnelle, il n'y a jamais eu démission d'un président. Sinon, depuis quelques mois, vous savez que les mouvements du président Diogbenou, certains sont allés très vite en besogne. Ils ont même pensé que non, c'est parce que déjà, il prépare le terrain pour être dauphin du président Talon, pour être candidat à la prochaine présidentielle. Et il y a quelques jours, encore le président Diogbenou, avant sa démission, il a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Il était reçu en audience par le président de la République. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ne pensez pas que c'est un hasard. La visite prochaine du président français Emmanuel Macron au Bénin et le taux de réussite de l'examen du baccalauréat ont été également d'autres sujets évoqués dans l'hebdo des éditorialistes. Sur le décryptage de ce dimanche, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican est revenu également sur les implications du choix du professeur Joseph Diogbenou comme président du parti de l'UP, le retrait de la plainte de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, et bien d'autres sujets ont été abordés. Ces analyses dans ce compte-rendu de Mathieu Bocor, présenté par Jeannot Dopéon. Joseph Diogbenou est désormais à la tête du parti Union progressiste. Le démissionnaire de la Cour constitutionnelle a pris les rênes du dit parti ce samedi 16 juillet 2022. Patrice Talon, vers la fin de son second mandat, quels sont les acquis? Beaucoup d'entre eux ont coulé. Est-ce qu'on va faire tout ça pour retourner encore en arrière? Qui peut tenir le gouvernail pour que les acquis soient préservés, voire renforcés, consolidés? Voilà un peu ce qu'on peut dire. Connaissant l'activisme politique du professeur Diogbenou, son courage, je pense qu'il apparaît comme un élément essentiel, l'homme qu'il fallait en ce moment précis, l'homme qu'il faut dans ce cas précis pour prendre le gouvernail, comme je le disais, pérenniser, consolider les actes. Joseph Diogbenou, l'homme de la situation selon le consultant politique, et pour en arriver là, Agapit Napoléon Maforican martèle que c'est le fruit d'une longue réflexion. Rien ne se passe comme une lettre à la poste. Hier, la réunion de ce samedi, qu'on appelait réunion statutaire au sein de l'UP, était censée décider de certaines choses. Mais la réunion a décidé d'élargir les bases. Et ce n'est pas anodin. Il y a une affaire de délai, on est à 6 mois des élections. Donc tout ça n'est pas fait au hasard. Il y a eu une réflexion à la base. Et comprenez donc que l'UP se positionne pour 2026. Et pas nécessairement avec Joseph Diogbenou, mais il se positionne avec Joseph Diogbenou comme leader du parti, leader presque naturel du parti, après le président Patrice Talon. Mais après, peut-être que de nouveaux hommes vont sortir, soit pour le père choix, ou garder Vlavonou, soit
pour la présidentielle, on ne sait jamais. Donc, je ne pense pas que tout soit déjà totalement ficelé, comme beaucoup ont pu le dire, ou bien comme nous avons pu le penser aux premières heures de la démission de Joseph Djogbeno. Mais connaissant l'homme pour son engagement politique, quel impact sur l'opposition? Le problème, c'est que l'opposition a déjà raté le coche en ne se mettant pas ensemble. Ça, c'est ça le problème. L'opposition a raté le coche en ne se mettant pas ensemble. Comment voulez-vous qu'ils gagnent des élections de manière basique lorsqu'ils sont 3-4 ans aux élections? La mouvance était aux élections de 2019, occupe déjà le terrain. Donc, il faut maintenant qu'ils aillent conquérir, arracher aux autres. Comment? Il y a le chèque de 10%. Alors, dans le cas d'espèce, quand vous les regardez, vous voyez, quand on parle de l'opposition, là, vous voyez qui sur le terrain? Vous voyez les démocrates sur le terrain? Eux, ils sont dans les anecdotes, dans les invectives, dans les exigences, dans tout ce dans les incantations parfois. Je pense qu'ils sont, apparemment, ils se retrouvent à l'aise dans les postures victimistes qui les empêchent, enfin, qui les distrait, à mon avis, qui nous distrait. J'ai l'impression qu'ils ont mieux à faire, par exemple. Quand vous regardez le FCBE, bon, peut-être sa stratégie. On ne les voit pas trop. Il y a quelques jours, ils sont sortis. Donc, la stratégie législative n'a pas besoin d'être devant les écrans, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les médias sociaux. Il y a tout ça que... Bon, alors, quand vous regardez les autres, ceux qui bougent le plus, c'est peut-être Irénée Agossaï, son RNC, par exemple. Bon, alors, quelles sont assises? Voilà la question. Dans tous les cas, Joseph Djogbeno vient d'être porté à la tête de l'Union progressiste. Va-t-on vers le même scénario au bloc républicain? Le BR est gouverné, pas par un conglomérat comme un peu, c'est au niveau donc de l'UP. Le BR a un chef, c'est Ablaye Biachane. Après, à la base, il y a un certain nombre de chefs locaux, de chefs sectoriels, départementaux. Alors, l'organisation du BR est différente de celle de l'UP. Ça c'est mon analyse première. Le BR, pour moi, n'a pas fini de se rebâtir. Pour moi encore. J'ai l'impression que le BR a encore de l'espace. Alors que l'UP, c'est un peu comme un parti fini. Un parti fignolé, un parti prêt. L'autre sujet abordé est relatif au retrait de la plainte de Boni-Yayi contre l'État béninois. Cette décision est le fruit de sa première rencontre avec son successeur. Sans détour, le consultant donne sa lecture. Pour moi, j'estime que Patrice Talon et Boni-Yayi se sont rencontrés 2 fois en moins de 6 mois. Sans doute, ils se sont dit des choses. J'ai écouté Yahi quand il est sorti de l'audience. J'ai pris bonne note, j'ai pris note. Il m'a écouté. Je l'ai écouté, j'ai bien pris note. Alors, il a pris note de quoi? Donc, peut-être que c'est ce dont il a pris note qui se déroule. Moi, j'estime que c'est des agreements entre 2 personnalités, au nom de l'État, au nom du Bénin. Ça se décante progressivement, c'est une bonne chose. Joseph Djogbeno, désormais président du parti de l'Union progressiste, qui devrait conduire les rênes de cette formation pour les législatives de 2023. Mais que deviendront les autres ténors de l'UP, tels Bruno Amoussou, Antoine Kolaoleji et autres? Voici le commentaire de la rédaction à cet effet. Ce renoncement à l'action politique. Le mercredi 13 juillet dernier, le professeur Joseph Djogbeno a expliqué sa démission face à la presse suite aux divers commentaires que cela a suscité dans l'opinion publique. Il est nécessaire de redevenir un simple ouvrier auprès du chantier politique. Il est nécessaire de renouveler l'engagement politique. Il est nécessaire de retrouver sa famille politique. Et la mienne, c'est l'Union progressiste, a déclaré Joseph Djogbeno à cette occasion. Le désormais ancien président de la Cour constitutionnelle fait savoir que son retour à l'Union progressiste est nécessité par l'appel à la fois de sa conscience, mais également de ce que résulte l'analyse de la situation politique à titre personnel. Ainsi, ce samedi 16 juillet 2022 à Cotonou, le parti a donc changé de main. Il est donc présidé par l'homme. La page Bruno Amoussou vient ainsi d'être tournée. Le ténor peut donc désormais faire valoir ses droits à une retraite politique. Ce parti de la mouvance présidentielle sera désormais dirigé par l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui passera son premier test en tant que président de l'Union progressiste lors des élections législatives du 8 janvier 2023. Il est donc évident qu'avec Joseph Djogbeno, président du parti, Mariam Tchabézimé Talata, première vice-présidente, et Gérard Gbenochi, deuxième vice-président, le parti au baobab ensoleillé continuera de vivre à coup sûr, mais sans doute avec le soutien des ténors de ce parti politique tels
Antoine Iji Kolawole, Abraham Zizidohwe, Mathurin Nago et bien d'autres cadres. Ils auront sans doute un rôle déterminant à jouer dans l'animation de la vie de ce parti. Par ailleurs, à l'occasion du changement de main à la tête de ce parti samedi, un vibrant hommage a été rendu au président sortant Bruno Amosso, dont le leadership et la vision ont permis à l'Union progressiste d'être un acteur important de la réforme du système partisan. Dernier élément pour clore cette édition, des produits avariés ou périmés circulent sur le marché à l'achat. Il est fréquent de voir des emballages portant une date d'expiration dépassée d'utilisation. Chez les acheteurs, les plaintes deviennent récurrentes, mais une question: quelle est la politique de contrôle mise en place pour faire face à ce phénomène? Suivons ce constat de Mathieu Bokor, Estelle Vichoedo, Isaac Mongbo et Chano Dopéon. Il est surtout constaté dans les rayons des supermarchés, kiosques ou dans les marchés des commerçants véreux mettant des produits alimentaires impropres à la consommation. Plusieurs acheteurs et consommateurs s'étonnent parfois de voir sur les emballages les dates dépassées des aliments destinés à la consommation. Pour eux, même quand le produit a connu l'expiration de la date de péremption, ou bien encore la date limite d'utilisation optimale, ils n'entendent pas s'en débarrasser en parfaite méconnaissance des réglementations et des textes de loi en vigueur dans le secteur. Et donc, c'est ça qui fait que de manière courante, on retrouve ces produits dans les supermarchés, dans les surfaces commerciales. Ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Les boissons gazeuses, les aliments pâtissiers, les produits laitiers, les poulets sont quelques-unes des denrées concernées. Il y a parfois les produits périmés sur les états, mais il n'y a pas ici. Sinon, si on amène, nous on contrôle. Mais une question, quand les produits vendus dépassent largement la date de péremption, quelles sont les dispositions prises par les vendeurs? Quand les produits arrivent à expiration, la première des choses, on les dégage des rayons. On a des endroits précis pour les entreposer. Il y a un service qualité, contrôle qualité qui s'occupe de ça, qui appelle l'huissier d'abord, l'huissier vient, on fait le contrôle. Visiblement, toute une procédure de contrôle est mise en place pour lutter contre ce phénomène. Robin Akrombesi, président de la Voix des consommateurs, retrace la politique adoptée par les membres de l'association. Nous avions coutume, à travers nos programmes annuels, de faire le tour des marchés, de faire le tour des surfaces commerciales pour checker, faire la veille et nous assurer de la qualité du point de vue visibilité de ce qui est offert aux consommateurs dans les supermarchés et dans les marchés. À travers ça, nous contrôlions l'état des emballages ou des produits eux-mêmes. Est-ce que la couleur a changé? Est-ce que l'emballage est défectueux? Est-ce que c'est mouillé? Est-ce que c'est perforé? L'État est le premier protecteur de sa population. Beaucoup fustigent le fonctionnement des services censés protéger la population. Jean-Paul Awala est administrateur de commerce et chef service des activités industrielles à la direction départementale de l'industrie et du commerce Atlantique Littoral. Et dès que nous tombons sur des cas comme ça, il y a deux possibilités. Soit nous sommes sûrs que ces produits sont avariés de façon perceptible, nous procédons à la saisie, c'est-à-dire nous faisons un procès, nous dressons un procès verbal de constatation et nous procédons à la fermeture du magasin et nous soumettons la personne à une convocation. Et il se présente dans nos locaux et là, nous échangeons, on lui fait savoir qu'il est dans une situation infractionnelle et par rapport à ce que les textes prévoient, on le verbalise. Que prévoient les textes en cas d'infraction? Dans les sanctions, nous avons des amendes que nous demandons aux commerçants de payer, peut-être que la loi a prévu, et le montant de ces amendes part de 1 million à 25 millions lorsqu'il s'agit des produits avariés ou les produits périmés. Maintenant, il y a aussi le volet correctionnel de la juridiction où on peut transmettre toujours le dossier selon le cas et il paye l'amende
Et il y a le volet judiciaire correctionnel qui se retrouve dedans. Donc on envoie le dossier, on monte tout un dossier qui est monté et nous montons le dossier, nous envoyons au tribunal territorialement compétent et le procureur de ce tribunal est saisi et on interpelle les commerçants. Dans tous les cas, la population est la première victime de cette pratique décriée. Il revient à chacun d'être vigilant. Ainsi se referment les informations de cet après-midi. Merci de l'avoir suivi. Vous avez la possibilité de nous suivre sur l'ensemble. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, Etelebene et également via notre application iOS et Android, Etelebene. Etélé avec vous, pour vous.